Donc, bonsoir à tous. Très heureux que vous soyez avec nous ce soir pour une séance d'information qui, cette fois-ci, va être sur l'inspection pré-réception dans le cadre du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Notre séance précédente apportait sur les protections du plan de garantie avant la réception. Ce soir, on en arrive à la réception du bâtiment. Et justement, pour qu'il y ait réception, il faut d'abord que vous et l'entrepreneur, vous vous entendiez sur l'état du bâtiment. Et c'est de cette étape-là dont il va être question ce soir. Donc, moi, je m'appelle Marc-André Arnois, je suis directeur général de la CQC. Pour ceux qui nous connaissent moins, la CQC, c'est un organisme communautaire en défense collective des droits qui existe depuis 1994 et dont la mission, c'est de promouvoir et défendre les intérêts des consommateurs dans les domaines de l'immobilier et de la construction résidentielle. Donc, ce soir, je suis accompagné de Anka Tismanario, qui est ingénieur à la retraite et qui travaille à la CQC, au service d'information, et de Arnaud Boll, ingénieur en bâtiment, puis enseignant en estimation, évaluation et inspection de bâtiments au Cégep de Drummondville et membre de la CQC. Donc, Anka va vous présenter principalement des notions qui relèvent du plan de garantie, puis Arnaud va couvrir principalement des éléments techniques à savoir en inspection pré-réception. Finalement, un éclaircissement important que je dois faire avant de commencer. Ce soir, on va donner des informations générales. Parfois, on va donner des exemples, ce qui peut donner l'impression qu'on donne un avis sur ce qu'on devrait faire ou pas faire dans une situation donnée. Il ne faut jamais perdre de vue que chaque situation est particulière, que des éléments particuliers, un cas peut vraiment tout faire changer. Donc, pour avoir un avis ou des conseils sur votre situation particulière, il faut vraiment consulter un avocat ou un notaire. Ce qu'on va faire ce soir, c'est d'expliquer comment le droit s'applique en général, si vous avez un problème concret pour vraiment consulter au sujet de votre cas spécifique. Et donc, sur ce, je vais passer le flambeau à Anka qui va commencer par introduire le plan de garantie. Ah oui, avec plaisir. Bonsoir à tout le monde. Il me fait plaisir de retrouver des personnes avec lesquelles j'ai parlé au téléphone auparavant et j'espère qu'on va vous amener des informations utiles. Avant de parler de notre sujet d'aujourd'hui, de l'inspection pré-réception, je voudrais juste brosser un petit portrait du plan de garantie, donc nous mettre un peu dans le contexte. La garantie de construction résidentielle, la GCR, est un organisme à but non lucratif, neutre, indépendant, qui est mandaté pour administrer le plan de garantie obligatoire des bâtiments résidentiels neufs au Québec. Le rôle principal est de protéger les acheteurs, d'inspecter les chantiers et d'améliorer la qualité de la construction. La garantie a été mise en place, donc la GCR a été mise en place en 2015. C'est ce que je voudrais encore mentionner, c'est que la garantie de construction, l'activité de la GCR est régie par le règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Donc, c'est un règlement et qui, par ses articles, par ses exigences, nous donne un cadre assez strict dans la gestion des relations entre le bénéficiaire et le contracteur. Donc, je veux passer à notre sujet d'aujourd'hui, donc l'inspection pré-réception. Pour qu'est-ce que c'est et comment ça se déroule? Premier aspect est que l'inspection pré-réception est une étape obligatoire et elle est effectuée avec l'entrepreneur avant la prise de possession. Plus précisément, l'article 17 du règlement dit que chaque bâtiment visé par la garantie doit être inspecté avant la réception et cette inspection doit être effectuée conjointement. On spécifie aussi que le bénéficiaire peut être assisté par une personne de ce choix. Cet aspect est important, puis on va revenir au cours de la soirée. Lors de cette inspection, le bénéficiaire et l'entrepreneur identifient ce qu'il reste à parachever, les vices et les malfaçons apparentes qui sont à corriger. Le bénéficiaire et l'entrepreneur conviennent lors de cette inspection d'un délai qui ne peut pas dépasser 6 mois pour la réalisation de ces travaux de parachèvement et correction. Une observation, une remarque, c'est que s'il n'y a pas de bénéficiaire connu lors de la fin des travaux, l'inspection peut être différée. Mais ça s'adresse surtout aux entrepreneurs dans la situation quand ils n'ont pas encore de propriétaire
projet. Donc, c'est à retenir est que l'inspection pré-réception, c'est une étape obligatoire et qu'elle doit se dérouler surtout entre les deux partenaires, le bénéficiaire et le contracteur. Il y a quelques autres observations et on peut faire référence à la page de la GCR où on va mentionner que l'inspection pré-réception, parce qu'elle se fait entre l'acheteur et l'entrepreneur juste avant la réception du bâtiment, ça veut dire que la GCR n'est pas impliquée directement dans la réalisation de l'inspection pré-réception et que les inspections menées, faites par la GCR ne peuvent pas être considérées comme une inspection pré-réception, donc sont des démarches différentes. Quand on a inspection de la GCR, leur objectif est de vérifier la conformité de la construction, la conformité aux normes en vigueur ou aux règles de l'art. Et ils sont réalisés sur une habitation en cours de construction à l'une des 5 étapes d'avancement des travaux. Donc, par conséquent, la GCR ne garantit pas que l'habitation construite est entièrement conforme ou d'ici la nécessité, la pertinence de l'inspection pré-réception. Pourquoi on a besoin de faire l'inspection pré-réception? Donc, on se demande pourquoi on a besoin de l'inspection et c'est clair que se passe avant la prise de possession du bâtiment, de la maison, et qu'on a besoin à ce moment précis d'identifier les malfaçons, les travaux inachevés, les défauts apparents, tout cela avant de passer chez le notaire, avant la prise de possession. Parce que cette démarche nous permet de faire corriger les défaillances par l'entrepreneur, va assurer le bénéficiaire de la conformité au plan, au devis, et c'est supposé qu'il va protéger le bénéficiaire contre les vices de construction, donc toutes les surprises non désirées, et de notre côté va limiter les litiges. On va essayer d'encadrer et d'éliminer les différentes entre les bénéficiaires et les contracteurs. Une autre observation, c'est que si la météo n'aide pas, donc dans des conditions climatiques qui ne sont pas favorables, il faut mentionner la réserve sur la fiche d'inspection pré-réception, le formulaire de la GCR. Notre invité Arnaud Boll, qui prendra la parole tantôt, il va entrer plus en détail sur cette fiche d'inspection, le formulaire de la GCR. Donc, on va revenir à ces aspects-là. Donc, l'inspection pré-réception est due à vérifier la conformité. Elle va servir comme documentation parce qu'on va avoir une liste de déficiences. Donc, c'est l'intérêt du bénéficiaire d'inscrire les éléments à corriger dans le formulaire pour obliger l'entrepreneur à les réparer. Le délai à accorder est jusqu'à 6 mois, mais encore une fois, ça dépend beaucoup de la relation de collaboration et la relation de confiance entre le bénéficiaire et l'entrepreneur, parce que comme il arrive quelquefois, si on a des promesses d'intervention pour réparer les défaillances ou pour finaliser les travaux, des promesses qui ne sont pas respectées, ben à ce moment-là, le bénéficiaire peut prendre d'autres mesures, voire entamer le processus de réclamation pour presser un peu le contracteur à assumer ses responsabilités et aussi pour prendre soin de respecter les délais indiqués dans le règlement. Une remarque ici, en tout cas, comme commentaire, parce que c'est ce qu'on voit dans la réalité, c'est que quelquefois les contracteurs promettent de revenir finaliser les travaux ou réparer les malfaçons, mais ils vont tarder, ils vont trouver, vont donner ou chercher un autre délai supplémentaire et encore un autre délai supplémentaire. Et le résultat peut être que le bénéficiaire, le consommateur, va sortir du délai exigé par le règlement. Donc, à ce moment-là, il sera dans une position de faiblesse, il ne pourra plus faire la réclamation. OK? Pour résumer, donc, on se demande pourquoi faire l'inspection pré-réception. Oui. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose du point de vue de l'entrepreneur, parce que Anka a bien expliqué en quoi cette inspection-là est là, entre autres, pour protéger l'acheteur bénéficiaire. Elle est aussi là
pour protéger l'entrepreneur. Et c'est une des raisons de la faire sérieusement parce que à partir du moment où vous prenez possession de la maison ou du condo, ben, si vous avez à réclamer parce qu'il y a quelque chose qui est endommagé, comment prouver que c'est pas vous qui avez endommagé l'élément en question? Hein, supposons qu'il y a une belle scratch sur le plancher ou sur le bain. Est-ce que c'est l'entrepreneur qui vous a livré ça comme ça ou c'est vous? L'inspection pré-réception, c'est le moment où est-ce qu'on va trancher cette question-là puis dire, regardez, voici l'état du bâtiment avec voici les choses à corriger. S'il y a des choses apparentes qui ne sont pas notées à ce moment-là, ensuite, l'entrepreneur va tout à fait pouvoir dire, mais là, c'était correct à ce moment-là, regardez, on l'a visité ensemble. Il y a des bonnes chances que c'est vous qui avez endommagé le plancher ensuite. Donc, c'est vraiment un moment qui va protéger toutes les parties si c'est bien fait. Merci beaucoup, en tout Oui, cas. oui. Oh oui, merci. Parce que pour continuer ton idée, c'est que on recommande quelquefois de prendre soin de faire des photos ou des vidéos avec la date de l'inspection, de la visite, justement pour prouver que les défaillances existaient avant la prise de possession et aussi avant que les personnes vont aménager. Donc, c'est une des conditions. Avant que, d'ailleurs, existe une condition que si on va revenir sur ce point-là, que si on oublie des malfaçons visibles pendant l'inspection pré-réception, on a une chance de les réclamer dans les premiers 3 jours après la prise de possession, sous la réserve que les gens n'ont pas encore aménagé, justement pour éviter, comme Marc-André le disait, éviter de mettre en conflit le contracteur avec le bénéficiaire et pour justifier des malfaçons qui peuvent apparaître. Et puis chacun va dire que c'est pas ça par sa faute. OK? On a dit pourquoi. Maintenant, on va regarder encore une fois, on va revenir au moment quand on fait l'inspection. Comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois, c'est avant la prise de possession. Donc, la maison doit être propre et finie pour permettre une inspection adéquate. On va utiliser le formulaire de la garantie GCR sur lequel on va mentionner les travaux à finaliser et les malfaçons. Il est fortement recommandé de se faire accompagner par un expert en bâtiment pour repérer les vices cachés ou les travaux non conformes. Donc, la vérification doit être minutieuse. Et ici, nos recommandations, c'est que donnez-vous la chance, prenez le temps de regarder bien tous les coins, tous les détails, parce que c'est le droit du consommateur. Vous avez signé un contrat, puis l'entrepreneur doit respecter ce contrat et vous rendre la maison telle que convenue. L'inspection donc d'une maison neuve doit se faire juste avant la remise des clés, une fois la construction terminée et habitable, mais obligatoirement avant d'aménager. S'il y a des réserves, doivent être inscrites au rapport. Quand je dis rapport, la fiche d'inspection pré-réception. Juste Oui, une petite mini coquille qu'on a oubliée. Pour repérer les vis cachés, là, évidemment, on ne peut pas voir un vis caché, sinon c'est qu'il n'est pas caché. Mais par exemple, et Arnaud pourra sûrement en parler un peu plus tout à l'heure, des fois, on peut voir un indice d'un vis caché. Donc, même si c'est un vice caché, des fois, il va y avoir des indices que, oh, il y a quelque chose qui doit clocher là. Et ça, on peut le voir. Et d'ailleurs, un professionnel qui vous accompagne pourra grandement vous aider à le remarquer. oui, merci, c'est très vrai. Mais aussi, c'est que de point de vue émotionnel, disons, un nouveau propriétaire, le bénéficiaire peut être un peu stressé. Ils doivent préparer l'aménagement, puis, disons, c'est la joie de voir ce projet finalisé. Et de notre côté, les gens qui ont appelé chez nous nous ont raconté quelquefois des circonstances assez bizarres, disons, soit qu'ils font l'inspection pré-réception une demi-heure avant d'avoir le rendez-vous chez le notaire, donc ils n'ont pas vraiment le temps. On a rencontré déjà une fois une situation quand il n'y avait pas d'électricité dans la maison. Donc, ils ont fait une visite presque en soirée, puis il n'y avait pas beaucoup de lumière. Donc, c'est bien pour les bénéficiaires de prendre soin de s'aménager un délai, puis des circonstances qui seront favorables. Ils peuvent visiter la maison en toute tranquillité et
de ce point de vue, encore une fois, on recommande de être accompagné, au moins par un membre de la famille ou un ami qui s'y connaît, mais idéalement un professionnel. Parce que il sera objectif, il a une formation de spécialité et il a l'expérience pratique nécessaire. Comme Marc-André disait tantôt, pour remarquer les vices cachés ou saisir les signes d'alarme, un professionnel, il a l'œil formé là-dessus. Donc, c'est ce que nous recommandons, c'est d'habitude avoir comme inspecteur un membre d'un ordre professionnel. C'est vrai que leur formation n'est pas toujours meilleure, n'est pas spécialisée en inspection, pré-réception, mais ils ont une formation spécifique, puis ils sont assujettés à un ordre professionnel, à un code de déontologie. Ils ont la formation continue aussi, donc ils sont au courant puis ils sont obligés de se tenir à jour avec leur formation. Et en plus, ils ont une assurance professionnelle pour les erreurs et omissions, un élément à ne pas négliger. Si vous voulez quand même embaucher un autre inspecteur, au moins vérifier qu'il a une formation pertinente et qu'il a aussi des assurances professionnelles. Existe d'ailleurs plusieurs associations et regroupements d'inspecteurs, donc vous pouvez trouver des personnes compétentes, mais ceux-ci sont pas des ordres professionnels. Donc, on recommande au moins vérifier leurs compétences, leur expérience professionnelle. Aussi, s'ils travaillent pour une entreprise, regardez dans le registre des entreprises de RBQ quel type d'entreprise pour vous assurer que l'inspecteur ne se trouve pas dans une situation de conflit d'intérêts. Et nos recommandations sont que c'est bon de chercher un inspecteur qui est en affaires depuis plusieurs années. C'est une preuve de son expérience professionnelle. Chercher un inspecteur qui connaît bien la région parce qu'on peut avoir des circonstances spécifiques, la qualité d'eau, le niveau des eaux de la nappe phréatique, du radon. C'est un bon signe si la personne travaille et connaît bien dans la région. L'inspection, c'est important que pour l'inspecteur, le fait qu'il assume des mandats d'inspection pré-réception, c'est pas juste une préoccupation de week-end ou pour avoir un surplus de revenus. C'est préférable que soit qu'il est dédié à ce type d'activité parce que, encore une fois, il gagne l'expérience, puis il est à jour avec les exigences de la GCR, les normes du code de construction aussi. Donc, il est capable de vous donner un service de qualité et objectif, espérons objectif. Pour vous assurer la qualité de service, une recommandation est de vérifier les références et de vérifier s'il n'est pas en conflit d'intérêt. Quand on parle de conflit d'intérêt, je pense qu'on peut mentionner ici les situations quand c'est l'agent immobilier qui va référer l'inspecteur. Source pour chercher un inspecteur. Juste Bon, pour les une petite sources, note, oui. juste une petite note pour que la vidéo vieillisse, là. Si vous Hmm. allez aujourd'hui, ce soir, sur le site de la RBQ, vous ne trouverez pas encore de référence d'inspecteur. L- La RBQ est actuellement en train d'implanter un encadrement des inspecteurs qui va devenir obligatoire en octobre 2027. Donc, on ne sait pas exactement quand est-ce que leur registre va venir en ligne, mais ben, on peut supposer qu'éventuellement des gens vont écouter cette vidéo-là et que le registre va être en ligne et que vous allez pouvoir aller le consulter. Donc, on reste pour l'instant, on peut embaucher, trouver un bon inspecteur par des références. D'habitude, c'est une bonne moyenne. Donc, pour passer, on a parlé de qui fait l'inspection, pourquoi. On a vu les ressources pour trouver l'inspecteur au Québec. Euh, Encore une fois, il y a beaucoup de publicité, mais la recommandation est toujours de vous informer sur les compétences, les études, l'expérience de travail de l'inspecteur et éventuellement, si vous pensez que vous allez avoir besoin un rapport, comment vous dire, sérieux et puis fiable,
Si vous pensez que vous allez en arbitrage ou devant un cour, aller en justice, et vous devrez vous attendre à avoir, faire face à des exigences sérieuses. Donc, vous allez regarder encore plus les compétences ou l'expertise de l'inspecteur et son expérience. Il a témoigné en cours, par exemple. Donc, on arrive au fameux formulaire de la GCR pour l'inspection pré-réception. Et ici, sans aller en détail, je sais que notre invité, Arnaud viendra tantôt et va vous donner beaucoup des exemples concrets et on va profiter de son expérience pratique. Mais les étapes en grande ligne seront que l'inspection pré-réception consiste à un tour complet de la maison, vérifier les travaux convenus, noter dans le formulaire les éléments à parachever ou à corriger. N'hésitez pas à discuter avec l'entrepreneur, à lui poser des questions. Et ici, encore une fois, on veut souligner le fait qu'idéalement, on garde une relation de collaboration avec les entrepreneurs, bien sûr dans la mesure du possible, parce que c'est une relation de durée. Normalement, il a intérêt à respecter le contrat de service, puis rendre service aux bénéficiaires. Mais nous, on se prépare pour les situations difficiles. On ne parle pas ici des situations idéales. Donc, parler avec l'entrepreneur du délai pour la réalisation des travaux correctifs et n'oubliez pas que ce délai ne doit pas dépasser les 6 mois. Comme j'avais mentionné déjà, après l'inspection pré-réception, s'il y a des oublis, on a encore 3 jours pour remplir le formulaire pré-réception et ajouter des éléments à corriger. Si on ajoute des éléments dans le formulaire, il faut envoyer encore une fois une copie updatée, une copie signée vers l'entrepreneur et à la GCR. Et avec ça, je pense que je peux laisser la parole à Arnaud qui va entrer dans le vif, dans le côté pratique du M- sujet. Mais avant, on a quelqu'un qui a levé Oui, la main pour une question. on est là. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui, En fait, je voudrais juste faire du pouce un petit peu là, sur la question du 3 jours. Là, comme Mme Tismanariou l'a expliqué, là, effectivement, si on n'est pas déménagé, on a encore 3 jours pour dénoncer au formulaire une, une malformation apparente. Alors, Euh, pour moi, il y a deux choses là-dedans très importantes, c'est-à-dire le privilège de retourner sur place, puisqu'on est déjà passé chez le notaire, on a les clés, on peut rentrer, on n'est pas déménagé, et on peut prendre son temps ou plus de temps ou ramener son conjoint, bref, d'autres paires de yeux. Mais l'autre chose aussi qui est très importante, tant qu'à moi, face à ça, c'est que si on est diplomate pendant l'inspection et qu'un sujet est susceptible peut-être de faire déraper l'inspection, ben on n'en parle pas tout simplement, puis on revient après coup dans ce 3 jours-là, parce que là, l'entrepreneur ne sera pas là avec vous. Je ne sais pas si vous me comprenez, on rappelle à GCR, puis on dit dans le formulaire, je veux rajouter ça, je m'en suis rendu compte au jour 1, 2, 3, suivant l'inspection. Donc, on n'a pas besoin de rentrer en chicane avec l'entrepreneur pendant l'inspection. On reporte ça sur le 3 jours, puis on ajoute. L'entrepreneur ne pourra pas rien faire, ça va être colligé au formulaire pré-inspection. c'est une option stratégique envisageable. Étant pas avocat, je vais faire attention à ce que je dis, mais il faut quand même. OK, supposons que le problème en question, c'est qu'il manque des solins. On peut présumer, je pense, que c'est pas l'acheteur qui s'est pris une échelle et qui est allé les arracher pour pouvoir nuire à l'entrepreneur. Si c'est le plancher qui est tout rayé, je ne sais pas à quel point l'entrepreneur pourrait pas quand même aller se défendre puis dire, mais là, quand on a fait l'inspection, il ne l'a pas vu, il est allé déclarer ça 3 jours après, qui me dit que c'est pas lui qui l'a rayé le plancher, là. Donc, faudrait demander, aller avoir la jurisprudence, là, mais j'ai l'impression que quand c'est des défauts esthétiques que le consommateur pourrait avoir fait lui-même, l'entrepreneur va quand même avoir une poignée pour dire c'était pas comme ça quand on a fait l'inspection pré-réception. Je, Alors je- que si c'est un vice de construction
Non, ben, en fait, je suis assez d'accord avec vous, sauf qu'il faut se rappeler que l'inspection est là pour déterminer les malformations apparentes. Ouais. Donc, ce qui est observable visuellement, Mhm. si on est accompagné d'un expert, tant mieux. Cela dit, on peut échapper quelque chose, ne pas l'avoir Mhm. constaté. Donc, Mhm. mon point est juste là, c'est-à-dire qu'on a 3 jours après ça. Mais si pendant l'inspection, on a un entrepreneur qui s'ostine et qui dit ben non, c'est pas une malfaçon, ça, ben on s'ostine pas, puis on revient dans le 3 jours suivant et on prend des photos. C'est une option. Je ne suis pas avocat, fait que je ne vais pas dire faites ça, mais c'est sûr que quand on voit que ça va s'envenimer avec l'entrepreneur, euh, je vois qu'on a une avocate qui lève la main dans le public. Mais qui est-ce? Moi, j'ai une question, puis peut-être aussi un commentaire. On n'a pas parlé on a parlé, oui, du moment. Tu sais, on a parlé qui va faire l'inspection, mais le quand de l'inspection aussi est super important. On a parlé de fin des travaux, on a parlé avant la prise de possession, on a parlé avant de passer chez le notaire. Et on a parlé de la fréquence aussi des inspections, puis bon, la légitimité puis la légalité des choses qui vont s'en suivre dans plus l'année prochaine. Mais le, c'est sûr que 30 minutes avant de passer chez le notaire, ça, c'est pas bien. Sauf qu'il faut pas non plus, à mon avis, qu'on inspecte la résidence ou le condo beaucoup trop d'avance. Oui. Parce que on n'est pas propriétaire encore, on n'est pas passé chez le notaire, puis God knows, Dieu sait, qu'est-ce qui peut arriver dans notre logement alors qu'on n'est pas là. De là, d'essayer de prendre le rendez-vous d'inspection pré-achat un peu quand même concomitant le plus possible avec la date de signature chez le notaire. Première des choses que je voulais dire, parce que si on attend trop, il peut se passer 10 000 affaires. Il peut y avoir un refoulement, il peut y avoir toutes sortes de choses. Euh, Ensuite de ça, la date de fin des travaux et la date d'habitabilité dont Anka parlait tantôt. Donc, il faut attendre que les travaux soient terminés, il faut attendre que la demeure soit habitable. Maintenant, en matière de condo, quand on fait l'inspection préachat d'un condo, on va inspecter notre unité, OK, qu'on achète, mais je trouve important d'inspecter aussi les parties communes. Donc là, parce que c'est super important, je vais vous donner un exemple. Je suis une personne âgée et j'ai justement pris ce condo-là à cet endroit-là parce qu'il y a un ascenseur. Et si l'ascenseur n'est pas terminé, puis je ne peux pas le faire inspecter, et je passe chez le notaire et tout, et l'ascenseur n'arrive jamais. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut faire inspecter les parties communes également lorsqu'on fait notre inspection pré-achat? Et est-ce qu'on peut se garder le droit de faire inspecter quand elles sont prêtes si on veut déménager avant? J'ai Voilà. une réponse partielle que Anka ou Arnaud pourra peut-être compléter. La façon que le règlement est fait, le syndicat de copropriété a lui aussi une inspection pré-réception à faire pour la réception des parties communes. Donc, Arnaud pourra peut-être me dire si c'est commun que des gens demandent quand même à leur inspecteur de jeter un œil aux parties communes, mais une chose est sûre, c'est que le mandat premier de l'inspection pré-réception en copropriété, c'est la partie privative. Et le syndicat, lui, va avoir la responsabilité de s'assurer que les parties communes vont être faites comme il faut. Ça peut d'ailleurs poser un problème des fois parce que au début, le syndicat de copropriété est encore sous contrôle de l'entrepreneur jusqu'à ce qu'il ait vendu un certain nombre de parts. Éventuellement, il va y avoir une transition, une assemblée de transition où les copropriétaires vont, vont devenir en contrôle du syndicat de copropriété. Et on a vu des entrepreneurs qui vont s'arranger pour garder le contrôle très longtemps. Euh, ou même des fois qui vont s'arranger pour garder une unité pour toujours avoir leur nez sur le syndicat de copropriété jusqu'à ce que les délais, puis en tout cas, que tout se passe. Donc, ça peut poser problème des fois, là. Mais en tout cas, quand ça se passe comme c'est supposé de se passer, c'est le syndicat de copropriété qui va être responsable de cette inspection-là et éventuellement des réclamations qui peuvent s'en suivre. Oui, si je ne me trompe pas, le syndicat a l'obligation d'embaucher un spécialiste, un ingénieur, un architecte, donc ils ne peuvent pas embaucher n'importe qui.
Et puis, de l'expérience pratique, les personnes qui ont appelé chez nous, on a rencontré des situations très diverses. C'est compliqué avec les condominiums, comme Marc-André le disait, le fait que les entrepreneurs peuvent garder le contrôle du syndicat. On a rencontré ça plus souvent qu'on peut s'imaginer, mais on a pris la parole à Arnaud. Laura, est-ce qu'on a d'autres commentaires, d'autres questions? Non, ça va, mais si M. Bolt peut juste en glisser un mot, là, est-ce qu'on a le droit d'amener notre inspecteur en dehors de notre porte d'entrée, là? Pour répondre à votre question, qu'on soit dans du pré-achat ou dans de la pré-réception, le mandat est limité à la partie privative. C'est-à-dire que on ne va inspecter que la partie de notre futur client. Cependant, en fonction du professionnalisme de chacun des inspecteurs, il va y avoir des inspecteurs qui vont faire les parties communes, puis il y en a qui ne le feront pas sous référence que ça ne rentre pas dans les normes de pratique. Dans leurs normes de pratique, c'est ce qu'ils vont appeler les limitations. Personnellement, j'ai fait plusieurs dizaines de réceptions de maisons neuves, j'ai fait plusieurs condos neufs, et je mettais un point d'honneur à valider en fait l'aspect technique des parties communes parce que on en est quand même responsable au tantième de la superficie de notre condo. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de faire un portrait global. Oui, il peut être dans des premières unités qui sont vendues, que notre client va acheter, puis il peut rester des éléments de réserve, mais au moins ça permet d'aiguiller le futur acheteur sur, ah, tantôt, Anka parlait de, il n'y a pas d'ascenseur. Bon, mais OK, pourquoi il n'y a pas d'ascenseur? Fait que là, on peut questionner l'entrepreneur, il est là. OK, donc on peut le questionner, savoir ce qu'il en est avec l'ascenseur, où est-ce qu'on s'en va avec ça, etc. Fait que moi, pour ma part, j'ai toujours ben, dépassé, en fait, si vous voulez, les normes de pratique, parce que en tant que consommateur, c'est hyper important d'avoir un œil sur les parties communes. Je vois que M. Legault avait encore une question. En fait, c'est plutôt pour faire du pouce sur les commentaires que je viens d'entendre. Donc, la séparation entre la partie divise et la partie commune, elle est fondamentale. Un acheteur d'un condo et son inspecteur sont responsables de la partie divise. Supposons que dans le formulaire d'inspection, on notait, par exemple, un défaut faisant partie des parties communes, automatiquement, la GCR va rejeter ce point puisque ce n'est pas la bonne personne qui en fait la dénonciation. Il faut que ce soit le syndicat. Une partie privative ne peut pas dénoncer une partie commune et vice-versa. Sauf que ça demeure que les parties communes peuvent même, à un moment donné, être l'objet même de l'achat ou de la vente. Si on revient à l'ascenseur, une personne à mobilité réduite. Ça peut être dans la partie commune que quelque chose de spécifique qui fait en sorte qu'on a contracté cette unité-là parce qu'il y a ça. Finalement, ce que je comprends, c'est que ça se fait dépendamment de ton inspecteur, mais s'il y a quelque chose à demander, quand est-ce qu'arrive l'ascenseur, quand est-ce qu'elle arrive la piscine, c'est plutôt avec le syndicat ou le syndicat en devenir, donc le contracteur. Et c'est le syndicat qui doit le dénoncer, lui, à la GCR, là. Exactement. Puis juste pour clore la transition, là, même quand le syndicat de copropriété s'est rendu les copropriétaires qui en ont officiellement le contrôle, on a vu des cas où l'entrepreneur, je veux dire, quand l'entrepreneur a 49% des unités encore à lui, il faut que les copropriétaires soient drôlement allumés pour arriver à le contrer. Et c'est rarement le cas, là. Donc, ça peut, quand quelqu'un est mal intentionné, ça peut être difficile des fois de le contrer. Heureusement, ce n'est pas la majorité des cas. Mais comme Anka l'a dit, en général, à la CQC, on parle beaucoup des cas où ça se passe moins bien. Ceux où ça se passe bien, on n'en entend pas vraiment parler. Donc, je vais laisser Arnaud pouvoir commencer sa partie. Parfait, merci beaucoup Marc-André. Donc ça, c'est le fameux formulaire qui doit être rempli pour transmettre l'information à la GCR. C'est là-dedans qu'on va passer en revue l'ensemble des éléments techniques de notre propriété, alors que ce soit la maison, que ce soit le condominium qui est la partie privative ou à titre de syndicat de copropriété, donc qui va être la partie commune. Mais on va faire une liste, on va suivre la liste exhaustive, puis je vais la passer un petit peu en revue avec vous dans la suite de la présentation. Mais ce que je veux soulever par rapport aux discussions qu'on vient d'avoir, c'est que euh,
il faut s'entendre que la visite de la pré-réception a pour but de faire une vérification des éléments de sorte que les deux parties soient couvertes. Donc, on parlait tantôt de l'entrepreneur qui va être couvert et de notre acheteur qui va être couvert. C'est à ce moment-là que le transfert de responsabilité va se faire également. Mais cette liste-là, elle couvre un certain nombre d'éléments, mais qui ne sont pas la totalité des éléments qu'on va pouvoir rencontrer dans une propriété. Je vous donne un exemple. M. Legault l'a parfaitement mentionné tantôt. Si on est dans une tour à condo et que mon client, par exemple, me mandate pour l'assister durant l'inspection pré-réception, je suis là avec l'entrepreneur. On fait le tour de l'extérieur. Il y a un problème sur une prise électrique extérieure. La prise électrique, elle est elle va appartenir au syndicat de copropriété et pas directement au copropriétaire. Donc là, nécessairement, il faut que ce soit le syndicat de copropriété qui dénonce cette problématique. Mais au moment de la visite avec les futurs propriétaires du condo, on note cette déficience-là, mais ce n'est pas dans le formulaire de pré-réception que ça va être indiqué. Ça va être dans un rapport supplémentaire qui va être fourni pour le client. Donc, au même titre qu'on fait une inspection pré-achat dans des propriétés usagées, on va inspecter la maison, sortir les problématiques potentielles, rédiger un rapport. On va remettre ce rapport-là au client. Dedans, on sort les déficiences, on met des avertissements, des conseils d'entretien, etc. Mais ce rapport-là va aussi être un support pour dire à l'acheteur du condo, par exemple, ben, quand le syndicat sera en route, prenez soin de faire valider tel et tel élément lorsque le syndicat fera son inspection de pré-réception pour que justement l'information soit transmise. Donc, c'est un petit élément que je voulais spécifier parce que l'inspection pré-réception, ce n'est pas juste pour le rôle d'un expert de remplir ce document-là. C'est beaucoup plus large. Et c'est juste le document, le formulaire qu'on va transmettre à la gestionnaire pour le transfert de responsabilité, pour mettre en route la garantie. Mais une inspection pré-réception, c'est plus que ça. C'est aider le consommateur à savoir comment entretenir sa maison, comment fonctionnent les différents éléments. C'est quoi un échangeur d'air? On a souvent des acheteurs qui vont avoir une propriété puis qui ne savent pas nécessairement comment entretenir cette propriété-là, mais c'est le rôle de l'inspecteur de faire ce conseil-là. Donc, le formulaire que je vais vous présenter, c'est vraiment quelque chose de très spécifique à la garantie. D'accord? Donc, je voudrais juste que vous reteniez cet aspect-là. Et là, vous allez me dire, OK, mais moi, je ne suis pas inspecteur, je ne suis pas expert en bâtiment, j'y connais rien dans la construction, puis moi, il faut que je remplisse ce formulaire-là. Ben oui. Et vous avez le devoir de le faire, vous avez l'obligation de le remplir, mais vous avez aussi le droit de faire affaire à un professionnel. Puis, comme en cas spécifié, il y a toute une panoplie de professionnels qui existent sur le marché. Le marché est en grosse mouvance. Moi, ça fait depuis 2004 que j'exerce dans le domaine. Et je vous dirais que c'était la jungle à l'époque. Aujourd'hui, la régie du bâtiment a mis son nez là-dedans. On commence à faire un petit peu le ménage. Il n'y a pas de... Comment? Il y a pas encore officiellement de législation qui va obliger un inspecteur à avoir une assurance, qui va obliger un inspecteur en bâtiment à avoir une formation quelconque. Fait que face à toutes les problématiques qu'on a eues, face à cette incompétence sur le marché, la régie du bâtiment a pris les rênes et puis a mis en place depuis 2016, oui, que ça travaille sur une norme, que la norme va être mise en place, puis que graduellement, jusqu'en octobre 2027, il va y avoir une transition. Et en octobre 2027, chaque inspecteur en bâtiment qu'il exerce dans le neuf ou dans l'usager va devoir avoir une accréditation. OK? Donc, ça c'est très important de retenir. Euh, donc, le choix d'ici un an et demi va être beaucoup plus facile. OK? Euh, donc, l'idée, ben, c'est de dire, vous avez le droit de prendre quelqu'un, mais si vous ne le prenez pas, ben,
c'est un petit peu là-dessus que je veux aiguiller la rencontre de ce soir, c'est comment je peux faire pour regarder les éléments qui sont les plus problématiques dans une transaction, euh, puis essayer de remplir au mieux ce formulaire. Donc, dans l'entête du formulaire, il est vraiment bien indiqué que le bénéficiaire, donc le futur acheteur, peut être accompagné d'un professionnel. Et ça, c'est vraiment, je dirais que c'est la clé de la protection du consommateur. Alors, je vais passer avec vous très rapidement, en fait, qu'est-ce que la liste de vérification. Donc, vous voyez, à l'intérieur de cette liste-là, on va cibler des éléments qui sont relativement précis. Donc, on a quand même une liste qui est assez exhaustive des points qui doivent être passés en revue. C'est sûr qu'on est dans une inspection qu'on va appeler visuelle. Donc, alors, on n'est pas dans une inspection avec des essais destructifs. Donc, l'inspecteur peut être muni d'équipements spécialisés pour tester des prises, pour tester de l'humidité, pour tester des concentrations de gaz, etc. Mais dans une inspection pré-réception, on part sur le principe que ce sont des éléments visuels qui doivent être dénoncés. L'œil d'un expert, comme Marc-André le précisait tantôt, ou dans une des diapos, il y a marqué vis caché, eh bien, euh, personne ne peut voir un vice caché. Un vice, c'est un problème. S'il est caché, il est caché. Puis, lorsque les conséquences de ce vice caché sont trop importantes, le bâtiment subit des dégâts. Puis, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut s'en apercevoir. Ah, ben tiens, il y a une problématique. Mais là, il est trop tard. Et ces vices cachés-là, donc, engendrent des symptômes, engendrent des conséquences, puis c'est ça qu'un œil averti d'expert va essayer de découvrir. Donc, on voit une tache à un certain endroit qui pourrait être précurseur d'une infiltration d'eau, etc., etc. Donc, on se rend compte que la pertinence d'avoir un professionnel, ben, elle est là. Parce que le commun des mortels ne sait pas faire la différence entre une tache noire de moisissure ou un petit coup de crayon ou un meuble qu'on a à côté sur un mur puis qui laisse une trace noire. Et que l'idée, c'est vraiment de se prémunir puis de prendre un spécialiste pour que cette personne-là analyse les éléments visuels pour permettre de valider est-ce qu'il y a une problématique en arrière. Et c'est ça qui est important. Alors, je reviens à ma liste de vérification. Donc, on est sur des éléments visuels. Et dans la liste de vérification, bon, si par exemple on prend le premier, ben, on voit par exemple qu'on fait une visualisation du terrain. Comment sont les pentes du terrain? Je reviendrai tantôt plus en détail. Comment sont les pentes du terrain? Est-ce que l'asphalte est posé? Est-ce que le gazon, la tourbe a été posée? C'est à ce moment-là qu'on va faire le parallèle entre les plans et devis. D'accord? Donc, les plans et devis, ce sont vraiment l'établissement du besoin initial qui font partie du contrat avec l'entrepreneur. Si dans le prix de l'entrepreneur, si dans le prix de l'entrepreneur, il a été mentionné que le projet venait avec l'asphalte au niveau de l'entrée de cour, puis que dans le terrain, on ne voit pas d'asphalte, ben à ce moment-là, il va falloir qu'on émette ce qu'on appelle une réserve. On va dire que ça a été vérifié et dans la note, on marque réserve, l'asphalte est à parachever. Ok? Donc, parachever à faire plus tard. Puis, on va émettre une date pour faire exécuter le travail par l'entrepreneur. Donc, d'un commun accord, on soulève qu'il manque quelque chose, puis que l'entrepreneur doit le faire. Ok. Et ça, ce sont les éléments de réserve. Donc, on va passer en revue chacun des numéros, le terrain, la fondation, la toiture, etc. Puis, ce que je vais faire, ça va être de vous montrer les éléments qui ressortent le plus souvent sur des propriétés pour que vous puissiez avoir un début d'œil averti. Bien sûr, je vous recommanderai toujours d'avoir un inspecteur, un expert avec vous pour faire le tour. Alors, si on commence avec le terrain, les plus gros problèmes qu'on va retrouver,
ce sont au niveau de l'aménagement. Alors, il faut savoir que, on doit laisser un dégagement entre le bas du revêtement extérieur et le niveau du terrain fini. On est entre 6 à 8 pouces en fonction des revêtements et des types de revêtements extérieurs, si c'est putrescible ou imputrescible. Mais somme toute, on doit laisser ventiler. Et l'autre élément le plus important, c'est comme on peut le voir sur la diapositive, on a des flèches sur le gazon qui font en sorte que l'eau s'éloigne de la propriété. Donc, on veut éloigner les eaux, on veut protéger notre bâtiment contre le ruissellement d'eau. On ne veut pas que l'eau revienne contre la propriété. Ça, ce sont des éléments de base. Et c'est là-dessus que je veux conscientiser les consommateurs pour que vous puissiez voir, ah ben oui, il y a quand même certains éléments que je suis capable de détecter et de soulever et d'intégrer dans la fiche de vérification. Au niveau des fondations, bien, on va couvrir, par exemple, ici, ce que je vous ai mis, c'est un problème très, très récurrent, c'est-à-dire l'isolation de la solive de rive. Donc, pour vous situer, on est au sous-sol, puis le monsieur est en train de gicler de la mousse d'uréthane au niveau du plancher du rez-de-chaussée. Donc, la mousse d'uréthane, c'est ce qui est indiqué par la flèche verte, bleu-vert. Et cette mousse d'uréthane-là, c'est un matériel plastique inflammable. Et selon le code, et je reviendrai, je ferai une petite parenthèse tantôt sur le code, selon le code, cette mousse-là doit être recouverte de matériel ignifuge. Donc, c'est-à-dire que lorsque j'ai un incendie, eh bien, je ne veux pas que l'incendie vienne faire fondre ces mousses. Il faut savoir que dans un incendie, on ne meurt pas brûlé, on meurt asphyxié. On s'effondre, puis après, ben, malheureusement, on ne peut pas sortir, donc on reste dans l'incendie. Alors, pour éviter ça, pour éviter ces émanations de fumée toxique, eh bien, les mousses doivent être recouvertes de matériel ignifuge. Et si vous saviez le nombre de maisons neuves que je rencontre, soit lors d'une inspection pré-réception ou dans des maisons qui ont 3, 4, 5, 10 ans, qui ont été réceptionnées et que les mousses sont encore apparentes, je dirais que c'est 9 sur 10. Il y a un coût à tout ça, mais les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Alors, la petite parenthèse que je voulais faire aussi au niveau du code, c'est que c'est très important que l'inspecteur que vous allez mandater ait une formation sur le code. Parce que le mandat d'un inspecteur en pré-réception, c'est de vérifier, vérifier les normes de construction. Donc, il faut avoir une certaine connaissance du Code national du bâtiment. Lorsqu'on fait du préachat sur de l'usager, on n'intervient jamais dans le Code national du bâtiment. Donc, la compétence n'est pas la même. Donc, si vous prenez un inspecteur qui n'a jamais fait de pré-réception, ben, c'est peut-être pas la meilleure personne. Comme Anka disait tout à l'heure, la sélection est importante. Connaître son pédigré, savoir dans quoi il se spécialise. Alors, c'est un petit aparté que je voulais soulever là-dessus, parce que la connaissance du code, c'est une compétence qui est totalement différente du préachat dans l'usager. Alors, pour ce qui est des mousses ignifuges, pour revenir à la liste de vérification, ben, c'est facile pour le commun des mortels de pouvoir dire, oh, la mousse d'uréthane, elle est apparente, ça, c'est pas normal. Si on continue, à l'extérieur de la fondation, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bien, on va trouver un imperméabilisant. Donc, sur la photo de droite, ce que vous voyez qui est en noir, ce qu'on appelle communément du pitch, le pitch de fondation, c'est un imperméabilisant qui permet d'empêcher l'humidité de pénétrer à l'intérieur de la fondation. Cet imperméabilisant-là, dès lors que la fondation a été remblayée, on ne le voit plus, certes, mais il est nécessaire que l'imperméabilisant monte plus haut que le terrain fini. Alors, sur la photo de gauche, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est une maison neuve et l'imperméabilisant n'est pas visible. Oui, il va y avoir un léger affaissement du terrain au bord de la propriété. Cependant, la partie de la fondation qui est enterrée, qui est en dessous du niveau du sol, puis qui ne possède pas d'imperméabilisation, va aspirer l'eau puis l'humidité comme une éponge. Donc, je viens d'imperméabiliser, de mettre des milliers de dollars dans l'imperméabilisation de ma fondation, mais en omettant 2, 3, 4 pouces dans la partie supérieure, ben, je viens d'inhiber tout le travail que je viens de faire. Je vais avoir de la migration d'humidité. Puis ça, tout le monde est capable de le voir. Donc,
à ce moment-là, on va émettre une réserve sur ce point-là. Si on continue encore dans la fondation, on arrive dans le plus gros des problèmes au Québec. C'est quoi? Ce sont les fissures. Alors, au niveau des fissures, sachez que 99,9% des maisons au Québec ont de la fissuration. Puis ça, là, c'est normal. Le béton réagit. Les façons de faire font en sorte qu'on ne laisse pas la chance au béton de mûrir. On va couler le vendredi matin, on décoffre le vendredi après-midi, le béton est encore en gelo. Le lundi, on commence à remblayer. Le béton n'a pas réussi à avoir sa force. C'est pas mal dans les façons de faire. Les facteurs de sécurité font en sorte que la maison va tenir, la maison ne s'écroulera pas. Cependant, il va y avoir une absence de maturité du béton et ça va engendrer des fissurations. Alors, ces fissurations-là sont normales, il ne faut pas en avoir peur, mais il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer, pourquoi? Parce qu'une fissure, comme on peut le voir sur la photo, euh, va venir casser, entre guillemets, l'imperméabilisant qu'on a vu sur les photos précédentes et va laisser un chemin préférentiel pour l'eau. Donc, dès l'instant que je vais avoir une forte pluie ou de l'humidité importante dans le sol, ben, je vais avoir un risque d'infiltration d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la répare. On creuse à l'extérieur, on met une membrane et on referme. Mais il faut le dénoncer. Donc, dénoncer qu'on a une fissure, c'est une chose, mais poser un diagnostic juste et précis sur le risque d'infiltration d'eau de la fissure, ça, c'est autre chose. OK? Donc, bien prendre en compte que on en a partout des fissures, on en a sur toutes les maisons, soit deux, soit quatre, souvent dans le coin des ouvertures, et il faut les surveiller. Il faut les regarder année après année parce que notre bâtiment, il bouge, notre bâtiment, il est vivant. Et puis, ces fissures-là vont s'ouvrir, se fermer. Mais je ne veux pas accentuer les problématiques d'infiltration d'eau avec les années. Donc, bien soulever en fait la présence de fissures lors du transfert de responsabilité. On continue cette fois-ci sur l'extérieur. On va aller avec tout ce qui est plomberie extérieure. Là, on rentre dans le monde du scellement. OK? Fait que là, c'est le fameux caulking. Donc, j'ai pas de caulking sur la propriété. Bien souvent, ce que j'ai pu rencontrer, c'est que le scellant, il va être mis à la toute fin du chantier. OK? À la toute fin du chantier, l'entrepreneur fait une tournée générale, puis il va s'armer de scellants pour venir boucher toutes les petites aspérités qui n'ont pas été scellées correctement. C'est normal qu'il en manque et il faut simplement les dénoncer. C'est vraiment pas problématique. Bon, ben là, c'est un bâtiment neuf et on a une absence de scellant. Oui, aucun brise-vide. Oui, tout à fait. On n'a pas de brise-vide. Pourquoi on n'a pas de brise-vide, Monsieur Boulet? Est-ce que vous savez pourquoi? Euh, En fait, sur cette propriété-là, c'est parce qu'on a un puits. D'accord? Donc, lorsqu'on a un puits, on n'a pas besoin d'avoir un brise-vide parce qu'on a un réseau qui est local. Alors, le code nous permet d'aller installer un système de robinet sans brise-vide. Mais très, très bonne remarque, merci beaucoup. Si on continue, on est encore à l'extérieur, parce que je vous dirais que l'extérieur, là, c'est vraiment là qu'on va travailler le plus. L'intérieur, on est plus dans l'esthétique. L'extérieur, on est ici dans l'électricité, donc dans la sécurité, on est dans le scellement, donc dans le maintien de l'enveloppe. Et il y a beaucoup plus d'éléments à aller soulever. Alors, les prises extérieures, ça, je vous dirais que c'est une importante faiblesse dans les propriétés neuves. C'est l'absence de notre bon vieux DDFT, le reset. J'ai mis une photo un petit peu plus des modèles qu'on voit un petit peu moins avec le bouton rouge qui est le reset. C'est vraiment une protection contre les courts-circuits en présence d'eau. Donc, à l'extérieur, on doit installer ça. C'est très facile à vérifier si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. On appuie sur le bouton Reset, mais
lorsqu'on n'est pas équipé de certains testeurs, eh bien, on peut se faire avoir parce que le reset peut sauter, mais la protection électrique peut être inopérante. Ce qui fait que lorsqu'il y a vraiment un court-circuit, eh bien, le reset peut ne pas sauter. D'accord? Et même dans du neuf. OK? Puis j'ai même personnellement, pour vous donner un exemple, j'ai personnellement acheté un disjoncteur flambant neuf. Puis quand je l'ai testé avec un testeur spécial de surcharge, eh bien, le disjoncteur n'a jamais sauté. Donc, la défaillance d'un matériel neuf, c'est plausible. D'accord? Ça se peut. Mais quand vous faites votre inspection pré-réception, on peut faire un test sur le reset. Ah, c'est beau, super, ça fonctionne. Mais à l'intérieur, le mécanisme peut être déficient. Donc, ce que je voulais amener avec ces informations-là, c'est la plus-value d'un équipement spécialisé qu'un professionnel va vous apporter. C'est-à-dire que ce sont des équipements pas énormément chers, on parle de 100, 200, 500, 1000 dollars pour ces équipements-là, mais vu que c'est le travail de l'inspecteur de les utiliser puis de poser le bon diagnostic, ben, ce serait dommage de vraiment s'en priver pour pouvoir sécuriser notre propriété. Et lorsqu'une prise est déficiente, là, on ne parle pas d'un gros montant, puis l'entrepreneur va se faire plaisir de le remplacer. Puis même souvent, l'entrepreneur, il ne sait pas que le reset, il est déficient, il est défectueux, pardon. Donc, il va faire le remplacement sans aucun problème. Maintenant, on va passer au niveau de la toiture. OK? Donc, on fait notre visite, puis on a juste à lever un petit peu les yeux. Et là, ben, qu'est-ce qu'on se rend compte? Ben, ici, c'est en période hivernale. Hein, on voit qu'il y a du givre. C'est pas normal. Ou alors, on va simplement dire à l'entrepreneur, ah, c'est normal qu'il y a du givre à cet endroit-là. Puis là, ben, il va y avoir une question. Il va y avoir un échange. Puis c'est ça qu'on veut. Hein, c'est confronter l'entrepreneur sans dire avoir une confrontation négative, mais une confrontation constructive. Donc, est-ce que cette présence de givre-là, au niveau des soffites, au niveau de la toiture, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est normal? Donc, dans ce cas-ci, c'est normal d'avoir du givre, mais c'est pas normal parce que la bouche qui a été installée n'est pas adéquate. Donc, il y a différentes situations. On ne voit pas, sur cette photo-là, on ne voit pas la composante qui est utilisée, qui est évacuée en arrière. Mais cependant, ça amène le consommateur à dire, ben, regarde, est-ce que tu peux faire cette vérification-là? Donc, OK, on met une réserve et puis ensuite, l'entrepreneur nous revient une fois que le check-up a été fait. Ce qui est important également, puis là, on est plus d'un point de vue de la conception, donc on parle des plans. Dans la diapositive suivante, c'est ce qu'on va parler, c'est de la ventilation de la toiture. Alors, la ventilation de la toiture, c'est quelque chose qui est très, très important. Ça va permettre d'assurer la longévité de notre bardeau et aussi et surtout la garantie de notre bardeau. Si dans les plans et devis, votre entrepreneur vous a dit, on vous met un bardeau de 50 ans, bien à ce moment-là, la garantie du manufacturier est très stricte. Il faut que l'entretoit soit ventilé. Je n'entrerai pas dans les détails techniques. Mais si on n'a pas une sortie d'air, comme on peut le voir sur la photo, ce qu'on appelle un aérateur surélevé, eh bien, on va se retrouver avec un toit qui va surchauffer, un bardeau qui va devenir déficient, et puis aucune garantie d'applicable. On a beau avoir acheté un produit 50 ans, on se retrouve avec un produit qui, au bout de 20-25 ans, est à refaire. Donc, ce sont des éléments qu'on peut challenger l'entrepreneur. Ah, ma bouche de ventilation ou les grilles de toiture, j'en ai pas. Pourquoi? Donc, puis ça existe là. J'en ai vu des propriétés où il n'y avait pas d'aérateur surélevé là. D'accord, ça existe. Ça coûte 100 pièces, mais c'est 100 pièces d'économiser. Alors, je ne veux pas dire que tous les entrepreneurs sont pas bons, là, loin de là. OK? Puis, comme Marc-André le parlait tantôt, c'est hyper important de retenir que les éléments négatifs qu'on retrouve, qu'on parle ici ce soir, c'est parce que c'est tous les moutons noirs qui tombent à nos oreilles. D'accord? Je vais continuer rapidement sur le reste. On va continuer dans la toiture, la trappe d'accès au toit. Ça, c'est une maison neuve. OK? C'est une maison neuve. Les clients ont pris possession durant la période hivernale. Puis là, au bout d'un mois, incapable d'ouvrir la trappe d'accès au toit. Pourquoi? Parce que le joint d'étanchéité était déficient.
et l'air humide est monté dans l'entretoit. Ça a fait de la condensation, puis oui, on voit sur la photo de droite de la moisissure. Donc là, la trappe est à remplacer au complet parce qu'on a oublié l'équivalent de 25 cents de joint de scellant, pardon, de joint d'étanchéité, une petite mousse là où le couvercle va s'appuyer. Bon, ben, un client peut très bien me regarder par la trappe, voir est-ce que mon joint d'étanchéité est présent. S'il n'y en a pas, ben, voilà ce que ça peut causer comme problème. Fait que pour 25 cents, ben, on est obligé de tout arracher la trappe d'accès, puis on en a pour à peu près 5 à 600 pièces de réparation. Donc, c'est assez contraignant, mais on aurait pu très facilement le déceler si l'inspection avait été faite. On continue. Là, on rentre dans l'enveloppe. OK? Donc, dans l'enveloppe du bâtiment. Je vais faire ça vite parce qu'on rentre un petit peu plus dans la technique. Puis, ce que je veux porter à votre attention, c'est que sur les points plus techniques, j'ai mis des liens de fiches techniques de la GCR en bas à droite. Donc, la GCR fournit un nombre assez important de fiches techniques où les détails techniques de construction vont être vulgarisés en lien avec le code de construction, donc, que je vous mentionnais tout à l'heure. Et ça, c'est accessible à monsieur et madame tout le monde. Donc, quelqu'un qui se pose des questions peut très bien aller se nourrir de l'information gratuite de la GCR pour essayer de voir c'est quoi la problématique, comprendre qu'est-ce qui est en arrière. Et ces fiches techniques-là sont également faites pour les entrepreneurs. Parce que, bien sûr, il y a une formation continue, hein, les codes évoluent. On a le nouveau code qui vient de rentrer en vigueur au mois d'avril l'année dernière. Fait que ce qu'on veut, c'est que les entrepreneurs se mettent à jour. Donc, la GCR fournit des fiches techniques d'exécution. Donc, ici, par exemple, pour la maçonnerie, on doit avoir ce qu'on appelle des champs de pleurs. Si on continue, un exemple de maçonnerie qui présente des problèmes d'installation, ben, c'est un petit peu ce qu'on voit ici. À gauche, on voit de la poudre blanche sur la brique, ce qu'on appelle de l'efflorescence. Ça, c'est un problématique d'humidité au niveau de la maçonnerie. Dans certains cas, c'est quelque chose de normal. À l'année 2, ça disparaît. Mais dans d'autres cas, si ça revient à l'année 2, 3 et 4, c'est qu'on a un problème d'installation. Donc, ces éléments-là, ben, c'est visible. Donc, si c'est visible, ben, check, on met ça comme réserve et puis on peut se permettre de dialoguer avec l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et même des fois, j'ai fait des dossiers d'expertise où il y a une réception qui a été faite entre le client et l'entrepreneur, puis ils sont arrivés devant un problème. Ils ne savaient pas c'était quoi le problème. Donc là, ben, je suis intervenu juste pour venir diagnostiquer une réserve. Mais on a le droit de faire ça également. D'accord? Le consommateur a le droit d'aller chercher une information complémentaire ciblée sur un élément de réserve. On va continuer avec les joints d'étanchéité. Donc, quand on parlait tantôt du joint de scellant, d'accord? Donc, j'ai mis une petite diapo. Pourquoi? Parce que les joints de scellant, au niveau des revêtements extérieurs, il y en a partout. On en a beaucoup. Il faut les entretenir. Est-ce qu'ils ont été bien faits? Bon, j'en ai parlé tantôt. La diapo suivante, c'est assez spécial. Ce sont des mauvaises installations que j'ai rencontrées. Pas la photo de gauche. La photo de gauche, c'est pas moi, mais les deux autres, oui. Les trois photos à droite, c'est une maison flambant neuve que j'ai inspectée il y a à peu près un mois. Fait que vous voyez le trou dans le revêtement de tôle. Je veux dire, un rat pourrait passer là-dedans. Mais l'entrepreneur a fait ça, OK? Fait que là, on se retrouve face à quelque chose, il faut que l'entrepreneur il reprenne le travail. Sur la photo du centre où on a la bouche de ventilation, ben, on a de l'humidité qui sort là, on a des stalactites, on a de la glace qui se forme. C'est pas normal ces choses-là. Donc, on n'a pas besoin d'être ingénieur pour soulever une problématique. C'est ça encore que je veux vous mentionner. Là, on va tomber au niveau des portes et des fenêtres. Mais les portes et fenêtres, là, c'est sûr que comment c'est vissé? Est-ce que j'ai bien de l'isolation entre la fenêtre et le mur? Est-ce que mon étanchéité est correcte? Ça, je ne peux pas le vérifier. OK? Mais ce que je peux vérifier, c'est est-ce que ça se manœuvre correctement? À droite, c'est une fenêtre qui est impossible à fermer. Bon, c'est pas compliqué, là. On a beau forcer, là.
on n'est pas capable de la fermer. Il y a un problème. Est-ce que ça vient de la quincaillerie? Est-ce que ça vient de l'installation? Mais là, à la rigueur, on s'en fiche en tant que consommateur. C'est check, réserve. D'accord? Donc, manœuvrer toutes les fenêtres, manœuvrer toutes les portes, c'est très important. Et puis, question de sécurité, c'est que en fonction de la hauteur de chute en aval de la fenêtre, bien, on va avoir des systèmes de limitation d'ouverture. Donc, ce sont des nouvelles normes qui sont entrées en vigueur depuis peu. Et puis, on va avoir une limitation de l'ouverture pour justement éviter la hauteur de chute. Donc, c'est pas énorme, c'est pas compliqué, mais en fonction de certaines hauteurs de fenêtres et de certaines hauteurs de chute, on va mettre ces systèmes de limitation d'ouverture. Ils se démontent, ces systèmes-là. C'est pas compliqué, là, ça se démonte. Mais il faut que l'entrepreneur les réinstalle, il les reconnecte pour qu'au moment du transfert de responsabilité, ils soient là, ils soient installés. Après, si le consommateur veut les enlever, c'est correct. Mais là, aujourd'hui, au moment du transfert de responsabilité, il faut qu'ils soient installés. Donc, ça encore, c'est quelque chose d'important. Si on parle toujours sécurité, à la diapo suivante, on est au niveau des portes de garage. Donc, les portes de garage, bon, ben, on a des sécurités au niveau de la porte de garage par contact. Ça veut dire que lorsque la porte de garage descend, puis qu'elle vient s'appuyer sur le hood du char ou sur la tête d'un enfant, ben, il faut que la porte s'arrête puis qu'elle remonte. OK? Ah, je touche quelque chose, je remonte. Mais ça, faut le tester, d'accord? Il faut le tester. Puis, pareil, sur la photo en bas à gauche, vous avez un ballon et puis qui passe en dessous d'une porte. Là, on a un laser. Mais il faut que le laser, lui, il puisse détecter le passage de quelque chose et que la porte se relève. Mais ça, c'est très facile à venir vérifier. Est-ce que ça a bien été installé? Est-ce que c'est bien connecté? Est-ce que c'est bien calibré? La sensibilité de notre détecteur de pression lorsque j'ai un contact, est-ce que c'est suffisamment sensible pour que ça remonte? Donc ça, c'est facile pour monsieur et madame tout le monde de venir faire ces tests, ces vérifications-là. Je vais passer rapidement sur les deux prochaines. L'idée, c'est quoi? Ben, c'est qu'on a des normes de sécurité au niveau des chutes. OK? Retenez qu'on doit avoir pour les balcons extérieurs et pour les balcons intérieurs, dès lors que j'ai plus que 3 contre-marches, ça me prend une balustrade. Bon, ben, c'est simple à voir. Ici, j'ai 4 contre-marches. La contre-marche, c'est la partie verticale de la marche d'escalier. Ici, j'en ai 4. Si j'en ai 4, ça me prend une rampe, ça me prend une barrière, une balustrade contre les problématiques de chute. Donc ça, c'est quelque chose d'important, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, si on va à la diapositive suivante, à l'intérieur, ben, on a des escaliers, ben, c'est exactement la même chose. Puis là, je vais continuer à l'intérieur sur un élément qui est hyper important. Car lorsqu'on reçoit une maison, il faut savoir qu'une maison avec sous-sol, rez-de-chaussée, étage, la maison va sécher, le bois sèche, et la maison va perdre environ 2 pouces et demi de hauteur. OK? 2 pouces et demi de hauteur. Ça crée énormément de tension à l'intérieur du bâtiment. Et là, ben, qu'est-ce qui arrive? On a de la fissuration. Donc, le gypse commence à fissurer un petit peu partout parce on a des tensions. Puis là, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est qu'il va falloir refaire les peintures. Donc, les fissurations dans le revêtement, ce n'est pas toujours une problématique de construction. C'est tout simplement que la maison se met en place. D'accord? On construit une maison. Au Québec, les murs sont construits à l'extérieur. On s'en vient avec de la maison modulaire, OK, construire une usine, mais on n'est pas encore rendu à 100%. Donc, les maisons qui sont construites à l'extérieur, ben, quand il pleut, le bois absorbe de l'eau. Quand j'ai fini de mettre la toiture, les fenêtres, le revêtement extérieur, ben là, le bois il va commencer à sécher. Et quand il va sécher, il va perdre du volume. Et là, ben, je vais avoir des tensions qui vont se créer à l'intérieur de la propriété. Puis le gypse, il va commencer à craquer. Donc, je vais avoir des fissures. C'est normal que j'ai des fissures. Donc, on va simplement les dénoncer. Et puis, ces fissures-là, au bout de la deuxième année, on les répare, puis il n'y a plus de problème. Puis là, par contre, si après 2 ans, ces fissures-là se réouvrent, pardon, ben là, on recontacte notre entrepreneur parce qu'il va y avoir, il y a une problématique sous-jacente. Mais au niveau de la pré-réception, c'est normal d'avoir des fissures. C'est pour ça que
On parle de 2 ans, des 2 premières années avant de faire nos peintures de finition dans une maison neuve, parce que le bâtiment, il travaille énormément. Un autre élément sur le confort. Le confort des occupants, c'est l'échangeur d'air. On veut aujourd'hui construire des maisons comme des aquariums. On veut que ce soit une mécanique qui contrôle la qualité de notre air. Donc, on dégage du CO2, on dégage de l'humidité. Le canapé tout neuf qu'on vient d'acheter dégage beaucoup de composés organiques volatiles qui sont des produits très cancérigènes. Mais quand on est à l'intérieur d'un aquarium, ben, cette concentration-là augmente puis peut être très néfaste. Donc, on installe un échangeur d'air pour réguler et rendre la qualité de l'air nettement meilleure. Mais on a beau investir des milliers de dollars dans un système d'échangeur d'air, comme vous pouvez le voir ici sur le schéma de droite, si ce n'est pas ce qu'on appelle équilibré, s'il y a autant d'air qui rentre que d'air qui sort, ça sert absolument à rien. D'accord? Ça sert absolument à rien. C'est pour prenez une bouteille de Pepsi vide, puis vous aspirez dedans, à un moment donné, il n'y a plus rien qui se passe. Mais c'est exactement le principe d'un échangeur d'air qui n'est pas équilibré. Et là, c'est la même chose que je vous expliquais tantôt. Si vous saviez le nombre de propriétés où j'ai aucun rapport d'équilibrage d'échangeur d'air, c'est assez incommensurable. Donc, un élément à savoir, c'est et à demander à votre entrepreneur, c'est est-ce que l'échangeur d'air a été calibré? Parfait. Donne-moi la photo de la calibration, donne-moi les chiffres de calibration, pression d'entrée, pression de sortie, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Je vais finir sur le dernier qui est le radon. Et le radon, c'est un gaz qui provient de la croûte terrestre qui remonte par les fissures du sol. Et aujourd'hui, le code demande à ce qu'on installe un système en prévention d'une évacuation pour les gaz souterrains. Donc, on peut avoir un système comme vous avez sur la droite avec un ventilateur qui va aspirer l'air sous la dalle, mais à tout le moins, on va avoir une installation qui va nous permettre d'installer un ventilateur si le taux de radon à l'intérieur de la propriété est trop élevé. Donc, ça, c'est facile à voir. Est-ce que j'ai un système de souterrain pour pouvoir collecter le radon, le cas échéant que les tests de radon sont supérieurs à la norme? Est-ce que je suis capable de pouvoir l'installer sans faire des travaux? Donc, ça, c'est quelque chose qui est facile de détecter. Alors, j'ai passé rapidement sur ces éléments-là. Comme je vous disais, je ne vais pas faire de vous des ingénieurs, mais l'idée, c'est d'apporter un éveil au consommateur sur quels sont les éléments que le consommateur serait capable d'apprécier, puis surtout d'avoir un œil critique et de pousser un petit peu. De pousser un petit peu l'analyse pour discuter de manière constructive avec son entrepreneur. Voilà donc ce que je voulais vous mentionner ce soir. Merci beaucoup, Arnaud. Bianca va continuer un peu avec ce qui se passe après l'inspection pré-réception et puis après, on va arriver à la période de questions. Donc, après l'inspection, le contracteur a le droit de faire les interventions nécessaires dans les 6 mois. S'il y a des oublis ou des faux non détectés, donc on peut les signaler un peu plus tard. C'est bon de prendre des photos et des vidéos datées de chaque déficience pour éviter que l'entrepreneur ne prétende que le dommage a été causé par le déménagement, par exemple. Chez nous, dans les discussions qu'on a avec les consommateurs, on entend souvent les promesses de revenir réparer le défaut apparent ou que le contracteur refuse d'inscrire le défaut en disant « Ah, je veux le réparer un jour, n'aie pas peur, je reviens en 2 semaines ». Et les 2 semaines vont se transformer dans un siècle. Donc, les travaux non terminés à la réception doivent être dénoncés. Ils doivent être écrits sur la liste d'inspection. Et à ce moment-là, si le contracteur ne respecte pas ses obligations, n'oubliez pas que vous avez toujours le recours de commencer la procédure de réclamation. Le bénéficiaire, le consommateur, peut bénéficier d'une délai plus long si on peut prouver qu'il y a un échange continu et réciproque entre les parties. Si une promesse constante de l'entrepreneur est prouvable, cela peut être considéré et reconnaître accorder au consommateur un délai plus long à dénoncer. Mais
c'est plus difficile de demander une exception, donc la meilleure méthode est de respecter les délais officiels. Il est inscrit sur le formulaire fourni par l'administrateur avec ou sans réserve. C'est un autre élément important. Le bénéficiaire, c'est bien de s'assurer avant de signer le formulaire que cet élément est mentionné. Si l'entrepreneur n'est pas d'accord, aussi, il faut mentionner sur le formulaire. Donc, ça conclut la matière qu'on voulait couvrir ce soir. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à notre infolette et à nous suivre sur les réseaux sociaux. En particulier, si vous voulez avoir le lien pour pouvoir réécouter la séance. Puis, je tiens à remercier encore une fois la Régie du bâtiment du Québec de financer le projet qui nous permet de produire des séances comme celle-ci. On arrive donc à la période de questions. Oui, bonsoir. Concernant le formulaire d'inspection, quand est-ce qu'on devrait le recevoir et puis qui nous l'envoie exactement? Est-ce que c'est l'entrepreneur? J'ai comme un doute, mais je crois qu'il va simplement l'apporter à l'inspection. Est-ce que je me trompe? OK. Non, c'est exact. C'est l'entrepreneur qui le fournit dès l'instant que il va inscrire votre propriété à la GCR. Lui, il va recevoir il a accès à des formulaires. Ils vont être remplis. Après, c'est lui qui va s'occuper du reste. Donc, c'est lui qui l'amène. Si vous avez un professionnel, il va utiliser les formulaires d'exemple comme j'ai utilisé dans la présentation ce soir pour faire le tour avec vous ou faire une pré-rencontre avec vous. Et le formulaire officiel, c'est l'entrepreneur qui vous l'amène. Donc, si, par exemple, mon entrepreneur ou le gérant de chantier m'a envoyé justement aujourd'hui une date de livraison, est-ce que j'entends par là que cette date de livraison-là, c'est la date de pré-réception et puis à laquelle il va apporter le formulaire et puis que je vais devoir inspecter finalement la maison ou bien si c'est la date à laquelle je prends possession de la maison? Faut que vous le fassiez ensemble. Fait que vous n'aurez pas le choix à un moment donné de convenir d'un rendez-vous. Même Oui. la date, c'est insuffisant là, parce que faut que vous soyez en même temps à la même place. Exact. Donc, à un moment donné, vous allez vous parler. Là. La date de livraison est définitivement la date à laquelle vous allez prendre possession. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous allez passer chez le notaire avant cette date-là. Oui. 1, 2, 3 jours, 4 jours. OK. Et vous allez faire l'inspection avant de passer chez le notaire. Avant. Il faut s'assurer que le délai entre l'inspection et le notaire est le plus court possible. Exact. Et s'assurer aussi que le délai entre le notaire et la clé dans la porte soit aussi le plus court possible. Exact. C'est ça. Effectivement. Malheureusement, on n'a pas toujours le contrôle là-dessus, mais Non. si jamais il y a des délais trop grands, qui vous apparaissent trop grands, il ne faut pas hésiter à questionner l'entrepreneur à ce sujet-là. Pourquoi? Comment ça se fait que c'est si long que ça? Pourquoi? Puis à devoir les réponses. Puis naturellement, dans le processus, la GCR peut vous aider aussi, là. Oui, parce que un petit peu ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai déjà questionné à savoir quand est-ce qu'on passerait chez le notaire et puis quand est-ce que la maison serait livrée, parce que ça fait déjà plus de 6 mois qu'il y a du retard, là. Si vous avez une date prévue de livraison et que celle-ci est dépassée, ça ouvre droit à une réclamation de votre part auprès de la GCR pour des frais de subsistance, d'hébergement, d'entreposage. Et d'ailleurs, ce sujet-là, le sujet de tout ce qui est les frais de retard, juste pour rappeler que c'était l'objet de la séance 1 Exact. Oui, qu'on peut aller réécouter d'ailleurs. oui, Là. oui, oui. Puis l'autre chose aussi, pour ceux qui pourraient nous réécouter par la suite, je n'ai pas tapé sur ce clou-là aujourd'hui parce que justement, on a pas mal tapé dessus dans la première séance, mais il peut arriver quand on réclame avant d'être propriétaire que l'entrepreneur se retourne un peu contre Ouais. l'acheteur et dise ah ben là, moi, si tu n'acceptes pas mes conditions, je ne passerai pas chez le notaire. Il y a des démarches légales qui peuvent être faites dans ces circonstances-là. Vous pouvez aller écouter la séance 1 pour en Ouais. prendre connaissance ou aller voir sur notre site, il y a une page spécifiquement là-dessus. Et c'est quelque chose à garder en tête quand on veut réclamer quoi que ce soit, à part les acomptes, avant d'être propriétaire, parce que des fois, ça peut envenimer les relations, disons. Mhm. Oui, je comprends. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour la formation de ce soir. C'est intéressant. Bien, merci beaucoup. Puis Plaisir. merci Je me croise à les M. doigts. Legault pour sa contribution. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est rien.
J'aimerais, si vous permettez, juste aborder un sujet dans les premières planches de la présentation, voulant que la GCR est là pour garantir le respect des normes du code, Mhm. des règles de l'art et très certainement des notions contractuelles. Euh, j'ai une question dans le fond, c'est-à-dire que la maison que je vais acheter selon les plans de vie, et je vous donne un exemple fictif, je commande ma maison et j'ai choisi une porte rouge, elle vient avec une porte noire. Mhm. Je dénonce la situation. Selon vous, est-ce que je suis couvert? Est-ce que ultimement, l'entrepreneur sera obligé de remplacer la porte ou du moins de la peindre en rouge, peut-être, puisque dans le contrat, c'est bien écrit noir sur blanc, j'ai commandé une porte rouge, mais il en a livré une noire. Étant pas avocat, je ne vais pas me prononcer sur le cas précis, mais bon, disons que sur le principe, il y a effectivement une protection des obligations contractuelles dans le plan de garantie. La porte était supposée d'être une couleur, elle est d'une autre couleur finalement. C'est quelque chose qui ne correspond pas à ce qui était écrit dans le contrat. Euh, bon, dans ce cas-ci, changer une porte, c'est pas ce qu'il y a de plus coûteux. D'après moi, ça devrait bien se régler. Mais supposons que ça serait un comptoir fait sur mesure. Il y a des fortes chances que l'entrepreneur qui va plus difficilement pouvoir récupérer le comptoir en marbre fait sur mesure, qui va essayer de négocier à la place, qui va dire, OK, à combien on peut chiffrer ça, ce problème-là, pour essayer de s'entendre plutôt que de changer un comptoir en marbre neuf. Après ça, c'est du cas par cas de voir comment ça va être géré avec GCR. Le conciliateur va devoir prendre une décision là-dessus. Si on n'est pas d'accord avec, on va s'en aller en arbitrage. L'arbitre va devoir prendre une décision là-dessus. Mon gars, c'est que clairement, l'entrepreneur va chercher à s'entendre puis à régler ça avec un montant d'argent plutôt qu'à changer le comptoir. Mais il faudrait voir qu'est-ce qu'un arbitre ou un conciliateur va trancher. Mais dans le règlement, a priori, il y a des obligations contractuelles. Ça ouvre la porte à une réclamation. Merci. Ben, merci à tout le monde pour votre participation. Évidemment, je vous réinvite à vous abonner à nos infolettres si ce n'est pas déjà fait. Puis merci encore à la Régie du bâtiment du Québec de subventionner ce projet-là. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde et ben, on espère vous recroiser à notre prochaine séance dans environ un mois, là. Merci beaucoup.